Bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment constituer un portefeuille de placement équilibré. Je vais constituer 3 portefeuilles différents et analyser devant vous leur performance historique, tant en termes de rendement réalisé que de risques subis. En effet, quand on investit en bourse, ce sont les deux variables qu'on va souhaiter optimiser. Maximiser le rendement et minimiser le risque. On va donc chercher à bien comprendre d'où vient le rendement et d'où vient le risque. Mais ce qui est encore plus risqué que de mal investir, c'est de ne pas investir du tout. Si la bourse vous fait peur et que vous décidez de mettre 100 000 euros en sécurité sur un compte d'épargne à 2% par an pendant 20 ans, dans 20 ans, vous aurez accumulé 148 000 euros. Alors que la même somme, placée en bourse à du 8% pendant 20 ans, et on verra aujourd'hui que faire du 8% n'est pas du tout irréaliste, eh bien ce sont 466 000 euros d'accumulés. Sur 20 ans, c'est donc le jour et la nuit en termes de constitution de patrimoine entre investir et se sécuriser. Investir est selon moi une obligation pour protéger votre patrimoine et le faire prospérer. Les 3 exemples qu'on va voir ensemble aujourd'hui vont d'ailleurs clairement le démontrer. Notez déjà qu'en description de la vidéo, je vous offre une liste concrète d'ETF qui vont vous permettre de constituer ces 3 portefeuilles. N'hésitez surtout pas à la télécharger. Allez, c'est parti. Pour commencer, il faut déjà savoir une chose. Il n'est absolument pas obligatoire d'investir uniquement en actions. D'ailleurs, cela ne conviendra pas à la majorité d'entre vous en raison du niveau de risque et de la volatilité élevé qui accompagne un placement en actions. En guise d'exemple, un ETF Monde qui investit dans plus de 1500 actions à travers la planète a perdu 52% de sa valeur lors de la crise de 2008. Avoir un portefeuille 100% actions ne sera donc pas pour tout le monde. Heureusement, on va pouvoir mieux gérer les risques en utilisant d'autres classes d'actifs disponibles en bourse. Obligations, matières premières, métaux précieux, immobilier coté, etc. De nombreuses études ont démontré que c'est la proportion de votre investissement que vous allez allouer à chacune de ces classes d'actifs qui va déterminer l'essentiel du risque, mais aussi de la performance de vos investissements. Selon Vanguard, 9/10 du risque d'un portefeuille de placement proviennent de cette allocation, c'est-à-dire des proportions allouées aux différentes classes d'actifs. C'est exactement ce qu'on va voir concrètement maintenant avec les 3 exemples que j'ai préparés pour vous. Premier portefeuille, un portefeuille 100% actions que j'ai constitué avec 50% d'ETF S&P 500 et 50% d'ETF Eurostoxx 50, c'est-à-dire un portefeuille avec 50% d'actions américaines et 50% d'actions européennes. Alors lorsqu'on construit un portefeuille 100% actions, en fait on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a autant de portefeuilles d'actions qu'il y a d'investisseurs. J'aurais pu mettre des small caps, j'aurais pu mettre du Nasdaq, j'aurais pu mettre des marchés émergents, j'aurais pu miser sur l'Inde, sur la Chine, j'aurais pu prendre des actions value, des actions momentum, des actions quality. Bref, la liste est interminable. Mais je pense qu'un portefeuille 50% États-Unis, 50% Europe est assez représentatif de ce qu'un investisseur prudent et diversifié pourrait faire. On dit souvent qu'un portefeuille 100% actions peut convenir à des investisseurs jeunes parce qu'ils ont un long horizon de temps devant eux. Et c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas oublier, et on va le voir dans les simulations un petit peu plus loin, que le niveau de volatilité et de risque de ce portefeuille, il est assez élevé. Et donc même si vous êtes jeune, si votre profil de risque ne le permet pas, il faudra en tenir compte. Donc certes, vous avez un horizon de temps qui est long devant vous, mais si vous avez un inconfort à avoir une volatilité élevée, eh bien en réalité, ce type de portefeuille, même jeune, pourrait ne pas vous convenir. Donc un portefeuille dynamique qui a l'espérance de gain la plus élevée. Deuxième portefeuille, un portefeuille 60-40, bien connu sur les marchés financiers, avec 60% d'actions et 40% d'obligations. Les 60% d'actions, à nouveau, j'aurais prévu la moitié d'actions américaines et la moitié d'actions européennes, et puis 40% d'obligations. Pourquoi 40% d'obligations ? Les obligations sont une classe d'actifs moins risquée, fondamentalement moins risquée, et donc moins volatile, qui va mieux résister lors des périodes de crise. C'est important d'indiquer ici, parce que je sais que les obligations sont parfois mal comprises, que la performance historique des obligations et la performance prospective, c'est-à-dire ce qu'on attend des obligations pour l'avenir, est inférieure à la performance
historique des actions et prospective des actions. Donc en réalité, les obligations en soi sont une classe d'actifs qui vont moins rapporter que les actions. Donc quelqu'un qui ne se focalise que sur la performance n'achètera jamais d'obligations. Une obligation ou un portefeuille d'obligations est en fait un outil de gestion des risques. On va aller chercher un petit peu de performance, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est le contrôle du risque. La classe d'actifs qui va amener la performance, c'est la classe d'actifs actions, et les obligations vont venir apporter plus de stabilité au portefeuille. Et c'est important de le voir, même si évidemment sur des périodes plus courtes, comme de 5 ou 10 ans, il peut arriver qu'un portefeuille avec que des obligations puisse surperformer un portefeuille action, si le marché action est vraiment en difficulté, et ça arrive de temps à autre. Donc les obligations pourraient temporairement surperformer, mais on les achète en soi, pas pour ça. Ceci dit, ça va faire baisser la volatilité du portefeuille, puisqu'on rajoute une classe d'actifs qui est moins volatile que les actions, on va le voir dans les simulations. Et c'est crucial, parce qu'en réalité, on observe que beaucoup de particuliers veulent surcharger leur portefeuille d'actions pour aller chercher justement cette performance attendue supérieure. Et dès qu'il y a de la volatilité ou du stress sur les marchés, eh bien en fait, ça les pousse à devenir trop actifs et à commettre des erreurs parce qu'ils ne supportent pas le niveau de volatilité d'un portefeuille 100% actions. Donc, importance d'avoir des obligations. On sait d'après l'étude d'Albar que la majorité des investisseurs particuliers vont en fait sous-performer la performance du marché actions, mais aussi la performance du marché obligations. Pourquoi ? Parce que justement, ils mettent trop d'actions et puis après, ils viennent détruire une partie de la performance à cause de mauvaises habitudes et d'un niveau de stress qui est trop élevé à cause de la surcharge d'actions dans leur portefeuille. Donc avoir des obligations vient stabiliser et adapter le portefeuille à votre niveau de tolérance au risque. Troisième portefeuille, le fameux portefeuille All Weather de Ray Dalio, le portefeuille 4 saisons, qui est en fait un portefeuille tout-terrain où on va retrouver seulement 30% d'actions, 55% d'obligations, et puis pour le 15% restant, 7,5% d'or et 7,5% de matières premières. C'est un portefeuille très diversifié qui va vous permettre en fait de passer à travers toutes les phases de marché, croissance, récession, taux d'intérêt élevé ou faible, inflation élevée ou faible. Et donc c'est vraiment l'idée de ce portefeuille, c'est d'être tout terrain et d'être assez confortable à vivre au fil des années puisqu'il va amortir tous les chocs sur les marchés. On va voir exactement ce que ça donne visuellement, mais véritablement l'ajout de classes d'actifs différentes que les actions va permettre de stabiliser le portefeuille tout en préservant un bon niveau de performance. On va le voir, inclure des classes d'actifs variées et rentables dans votre portefeuille apporte une vraie valeur ajoutée. Une des solutions qui permet de faire cela, c'est Mintos, la plateforme de crowdlending sur laquelle j'investis personnellement et qui m'a rapporté 10% de performance annuelle ces dernières années. Impossible que vous ne connaissiez pas Mintos puisque c'est la plateforme de crowdlending leader en Europe qui vous permet de générer des revenus élevés, passifs et réguliers de manière diversifiée. Et tout ça, si vous le désirez, en full automatique. Concrètement, Mintos vous permet d'investir dans des prêts octroyés à des particuliers ou à des PME localisés dans des dizaines de pays européens et extra-européens. Et le vrai game changer, c'est le portefeuille Core Loans, un portefeuille totalement automatique. C'est la fonction que j'utilise dans laquelle Mintos construit pour vous un portefeuille de prêts personnalisé en fonction de votre tolérance au risque et diversifié à travers différents pays, sociétés prêteuses et types de prêts. Ensuite, tout est automatique. Les intérêts qui vous sont versés sur les prêts et les remboursements en capital de ces prêts sont automatiquement réinvestis par Mintos dans de nouveaux prêts. C'est le combo parfait entre simplicité et intérêt composé. De plus, le portefeuille automatique offre une liquidité immédiate, ce qui est parfait si vous avez un besoin soudain d'argent. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs qui investissent actuellement plus de 800 millions d'euros via la plateforme. Le tout sous la supervision des instances européennes de contrôle dans le respect des normes MiFID. Rendons-nous maintenant sur l'application Mintos pour voir comment celle-ci fonctionne. Lorsque je me connecte à l'application, j'ai un aperçu de mon compte. J'avais investi 500 € il y a 3 ans, j'ai aujourd'hui 653 € et on voit la performance historique de mes investissements.
Mon portefeuille est composé exclusivement de prêts, c'est-à-dire de crowdlending, dont on va voir les détails maintenant. Mon portefeuille me génère actuellement un taux d'intérêt moyen de 9,69%. La durée restante moyenne sur les prêts que j'ai achetés est de 32 mois, c'est-à-dire près de 3 ans, ce qui signifie qu'on est sur un investissement de moyen terme. Je suis diversifié sur 28 sociétés de prêts auprès desquelles j'ai acheté les prêts qui ont été réalisés. J'investis dans 18 pays différents et 100% des prêts que j'ai achetés bénéficient d'une obligation de rachat par la société de prêt au cas où l'emprunteur ne rembourserait pas son crédit, et donc j'ai 2 sources de remboursement pour les prêts que j'ai achetés. On peut voir ici le détail des 18 pays dans lesquels j'ai acheté des prêts, donc j'ai une diversification internationale sur mon portefeuille de placement. Et on voit également le détail des niveaux de taux d'intérêt qui sont payés sur mes prêts. Certains prêts me rapportent entre 6 et 7%, d'autres entre 9 et 10%, et d'autres encore entre 14 et 15%, ce qui m'amène à un taux d'intérêt moyen pondéré sur mon portefeuille de 9,69%. La plateforme est très simple à utiliser et comme je vous le disais, vous pouvez utiliser l'option Core Loans qui va permettre à Mintos de constituer pour vous un portefeuille de placement extrêmement diversifié, comme c'est mon cas puisque mon portefeuille est composé de plus de 1400 prêts différents. Si vous voulez faire comme moi et investir dans des prêts diversifiés et rentables, comme on vient de le voir, mais aussi dans des obligations à haut rendement, des ETF ou de l'immobilier, je mets en description de cette vidéo un lien qui vous permettra de gagner un bonus et commencer à investir sur Mintos. C'est donc le moment parfait pour démarrer un portefeuille test et voir si la plateforme vous convient. Bien sûr, comme tout investissement, il existe ici aussi un risque de perte en capital et les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. Investissez uniquement des montants sur lesquels vous êtes prêt à assumer un risque de perte. N'attendons plus, allons voir maintenant la performance des 3 portefeuilles. On voit le portefeuille 100% actions en bleu, le portefeuille 60-40 en rouge et le All-Weather en jaune, et on voit que le portefeuille actions a très clairement, sur les 30 dernières années, surperformé les 2 autres portefeuilles. Et on voit en plus que c'est quelque chose qui est vrai de manière globale. C'est-à-dire que si on regarde ici, vous avez une surperformance des actions, ici aussi, et sur toute cette période-ci également. Donc en réalité, de manière globale, ce portefeuille 100% actions en termes de performance, il surperforme les autres. Le 60-40 a fait mieux que le portefeuille All-Weather. Et le portefeuille All-Weather qui a quand même l'air plus stable, puisqu'on voit qu'en réalité, il passe un petit peu à travers les périodes de manière assez linéaire. D'accord ? On a un portefeuille All-Weather qui trace un petit peu tout droit. C'est ce que je vous disais, c'est plutôt un portefeuille passe-partout. On va voir maintenant en termes de statistiques financières ce que ça donne, parce que c'est très intéressant. En termes de performance, c'est évident, mais en termes de risque, on va voir que ça peut être différent. Et lorsqu'on va modifier les périodes d'analyse, on peut aussi avoir des surprises intéressantes. Ici, on voit les stats pour les 3 portefeuilles. 10 000 € investis donne, après 30 ans, 182 000, 114 000 ou 81 000. Donc ça fait des vraies différences en termes de performance. Puisque la durée est très longue et le taux de croissance différent, on a du 9,37, du 7,80 et du 6,68. Donc ça, c'est la performance annualisée moyenne d'un portefeuille 100% actions sur 30 ans, 9,37. 7,80 sur le portefeuille avec 60% actions, 40% obligations. Et 6,68 sur le All-Weather sur cette période-là. Okay ? Mais donc, certes, visuellement, on voit qu'il y a des fortes différences et le résultat final est fort différent. Mais remarquons quand même que les 3 portefeuilles ont une performance qui est très clairement positive. Il n'y a pas un portefeuille qui fait du 1,50 et un autre qui fait du 15. Ça se tient quand même largement dans le positif et même un portefeuille tout terrain, il fait quand même du 6,68 de manière passive et diversifiée. Maintenant, une notion importante, c'est l'écart type. C'est la volatilité du portefeuille. La volatilité, c'est quoi ? C'est en fait, si vous allez voir tous les jours, toutes les semaines ou une fois par mois la valeur de votre portefeuille, dans quelle mesure celui-ci aura beaucoup bougé en valeur par rapport à la fois précédente. Donc de manière annualisée, la volatilité d'un portefeuille 100% actions, elle est de 15,5.
Le 60-40, il est quasiment 2 fois inférieur. Il est à 8,62 de volatilité tout au long de l'année. Et le all-weather, il est encore bien meilleur. Il est 3 fois inférieur à la volatilité du portefeuille action. Il est à 5,21. Donc ça, c'est un élément d'analyse du risque. C'est la volatilité. Je dirais que ça joue surtout sur votre confort d'investisseur. Dans quelle mesure, à chaque fois que vous allez regarder votre compte, vous avez une surprise forte à la hausse ou à la baisse. C'est toujours plus confortable d'avoir quelque chose qui monte, mais sans trop de volatilité. Autre donnée, c'est le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe, on en entend parfois parler. Personnellement, je trouve que c'est assez inutile en tant qu'investisseur. C'est plutôt un truc d'analyste. C'est quoi? C'est la performance du portefeuille par unité de risque. Donc en gros, le taux de croissance annuel composé par chaque unité d'écart type de volatilité. Et on voit qu'en fait, c'est le portefeuille all-weather qui a eu la performance absolue la plus faible, qui a le meilleur ratio de Sharpe. C'est-à-dire que par unité de risque pris, par unité de volatilité, vous avez eu le plus de performance, même si dans l'absolu, vous avez eu le moins de performance. Et donc le ratio de Sharpe, c'est quelque chose que personnellement, je n'utilise pas. Déjà parce que le ratio de Sharpe futur peut être différent du passé, mais ensuite parce que ce qui nous importe à nous et à vous en tant qu'investisseurs qui souhaitez construire un portefeuille de placement, c'est pas d'optimiser le ratio de Sharpe, c'est d'optimiser la performance pour le niveau de volatilité qui convient à votre profil d'investisseur. Parce que si vous avez un ratio de Sharpe qui est de 1,01 et vous dites je vais faire le all-weather parce que moi je veux optimiser mon ratio de Sharpe, en fait vous sous-performez un portefeuille 60-40 qui peut-être aurait convenu à votre profil de risque. Donc en fait vous passez à côté de la performance, donc ça ne me paraît pas être le meilleur indicateur. Autre indicateur par contre très pertinent, dans l'analyse du risque des portefeuilles, c'est ce qu'on appelle le drawdown, qu'on retrouve ici sur les 3 portefeuilles. Le drawdown, c'est quoi? C'est la différence entre un point haut et un point bas dans la performance du portefeuille. Et ça vous permet de voir ce qui se passe pendant les crises. Par exemple, la crise de 2000-2002, la crise Internet, le portefeuille 100% actions en bleu, entre son point haut et son point bas dans la crise, il vous a fait perdre 55%. Idem en 2008. Donc un portefeuille d'actions 100% actions, bien diversifié sur des ETF américains et européens, c'est moins 55 lors d'un vrai crash de marché. Fondamental, parce que c'est bien de pouvoir supporter une volatilité de 15% quand ça monte, mais si quand ça perd 55%, vous vendez tout à moins 35, ou à moins 40 ou à moins 45, en fait vous allez probablement détruire de la performance parce que vous allez rater le rebond. Parce que souvent les rebonds sont assez puissants et assez rapides. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le portefeuille 60-40, il a un drawdown qui est 2 fois inférieur au portefeuille 100% actions lors des crises de 2002 et de 2008, avec un drawdown de l'ordre de 25-30%. Donc la pire baisse que vous subissez avec un portefeuille 60-40, c'est 25-30%, 2 fois moins qu'avec un portefeuille 100% actions. Et donc, souvent, ça convient mieux aux investisseurs parce que subir du moins 55, c'est quand même très dur, surtout si les montants investis sont importants. Et ensuite, le all-weather, on voit qu'il fait mieux. Lui, il est autour de moins 10% lors des crashs de marché. Donc en termes d'amortisseur de risque, le all-weather, il fait quand même très très bien le travail. Et il le fait bien parce qu'il a diversifié sur des classes d'actifs qui ont des dynamiques différentes. Ok ? Donc on voit ici que c'est bien d'aller chercher de la performance sur un portefeuille 100% actions, mais ensuite il faut assumer ça, moins 55 lors d'un crash. Et c'est pas parce qu'on n'en a pas eu depuis 15 ans, à part le crash éclair du Covid qui était très puissant, mais un vrai crash qui dure longtemps, qui dure 1 an et demi, 2 ans, où ça baisse, ça remonte un peu, ça rebaisse encore, ça c'est quand même dur psychologiquement à tenir parce qu'il faut tenir aussi sur la longueur et sur la profondeur de la baisse. Donc on a compris, ces 3 portefeuilles, il y a le fameux couple risque-rendement. Vous voulez plus de rendement, vous devez accepter plus de risques, aussi bien en termes de volatilité que de drawdown, c'est-à-dire de baisse lors des marchés baissiers sur les marchés actions. Donc en fait, on comprend la logique, mais on peut être tenté de se dire ok, mais en fait les 3/4 du temps, si pas plus, en fait c'est toujours le portefeuille d'actions qui est au-dessus. Donc on va un petit peu changer la période d'analyse. On était sur un peu plus de 30 ans, on va un petit peu la changer
pour voir ce que ça peut changer en termes de perception du risque. Ok, donc ici j'ai juste un petit peu réduit la période d'analyse. Avant on était entre 1992 et 2025 et maintenant j'ai fait entre 1995 et 2015. Donc on a 20 ans de période d'investissement et on va voir qu'en termes de rendu, c'est quand même un petit peu différent. On a toujours la ligne bleue qui surperforme, mais on voit que l'écart s'est réduit. Et si j'avais commencé, et je pourrais le faire d'ailleurs après, en 2000, juste avant le crash Internet, à mon avis, on va avoir des courbes qui vont encore varier en termes d'évolution. Mais ce qu'on voit, c'est que sur une période de 20 ans, qui est assez classique parmi ce que les investisseurs pourraient connaître, eh bien en fait, on a toujours les actions qui dominent, mais si on regarde ici par exemple, en 2003, ça fait 10 ans qu'on investit, et en fait, la performance de notre portefeuille action, elle est égale à la performance du 60-40. Alors que le niveau de risque, il a quand même été beaucoup plus fort sur le 100% action que sur le 60-40. Donc, en 10 ans d'investissement, vous avez juste pris plus de risques pour la même performance. Si on regarde en 2008, eh bien en fait, on a quelque chose d'assez similaire, c'est qu'en fait, la ligne bleue, elle est devenue la moins bonne. Elle a la performance la plus faible et on est pourtant 15 ans après le début de nos investissements. On a subi une forte volatilité sur notre portefeuille action pour une sous-performance par rapport aux deux autres portefeuilles qui sont moins risqués. Et on est quand même sur 15 ans d'investissement. Et pourtant, on a eu 5 premières années qui étaient excellentes. Donc en fait, vous avez un portefeuille action, vous partez sur les chapeaux de roue, et en fait, peut-être que 15 ans plus tard, au creux d'une crise, vous ne serez pas plus haut. Et d'ailleurs, on voit à nouveau qu'ici, on n'est pas plus haut, ici, on n'est pas plus haut, ici, on n'est toujours pas plus haut, et mine de rien, on est déjà en 2011. Donc en fait, ça va faire quasiment 20 ans que ce portefeuille est constitué, et en réalité, il ne fait pas encore mieux que des portefeuilles avec un niveau de risque qui, lui, par contre, n'a pas bougé, qui est plus favorable que le portefeuille action. On peut le voir dans les stats, vite fait, sur cette période-là, on a du 16-20 d'écart type sur le portefeuille 100% action, et toujours la même logique, 8-60, c'est-à-dire la moitié sur le 60-40, et encore moins sur le all-weather. Et en termes d'abaissement, c'est toujours la même chose, le drawdown, ce sont exactement les mêmes qu'on a vu avant, puisque c'est exactement la même période d'analyse. Si je change encore une dernière fois les données en commençant l'analyse en 2000, juste avant un crash boursier, eh bien évidemment ça change tout. Le portefeuille action se prend la crise de 2000-2002, la crise des subprimes de 2008, la crise de la dette grecque de 2012, et donc le portefeuille action, mine de rien, entre 2000 et 2015, sur 15 ans, sous-performe très visiblement les deux autres portefeuilles, et c'est en fait le portefeuille le plus stable, le all-weather, qui réalise la meilleure performance et en plus a le niveau de risque le plus inférieur. Donc clairement, on retrouve ici un ratio de Sharpe qui est à nouveau supérieur pour le all-weather, mais une performance en absolu qui l'est elle aussi, parce que les portefeuilles qui avaient soit 100% d'actions, soit 60% d'actions, eh bien en fait on subit deux crashs sur les marchés actions qui ont été beaucoup moins forts sur le portefeuille all-weather qui n'avait que 30% d'actions et d'autres classes d'actifs plus diversifiées et décorrélées. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut voir. Je vous mets en description de la vidéo des ETF qui peuvent servir à la constitution de ces trois portefeuilles. Mais ce qui est évidemment clé, c'est de déterminer quel est votre profil de risque, quel est le type de courbe que vous voulez avoir pour votre portefeuille, une courbe plutôt plate, mais qui évolue évidemment à la hausse, comme le all-weather par exemple, ou plus de volatilité que vous allez assumer dans l'espoir d'avoir une période favorable et d'avoir sur vos 20-50 placements une performance supérieure qui, on l'a vu en début d'analyse, peut être largement supérieure à la performance du all-weather, mais il faudra accepter le niveau de risque tout au long de l'année en termes de volatilité et lors des crashs en termes de drawdown. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Rendez-vous sur mon site educationfinance.eu si vous avez besoin d'une formation ou d'un accompagnement individualisé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!